Romain Desarbres. On va se pencher à présent sur le plan de sobriété énergétique qui va être détaillé cet après-midi par la Première ministre Elisabeth Borne. Il y aura 7 ministres au total, puis des représentants d'ONG, d'associations qui luttent pour le climat. On est avec Andreas Rödinger, qui est chercheur à l'IDRI, spécialisé dans les politiques énergétiques et climatiques. Bonjour Andreas Rödinger. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On connaît les principales mesures, on les a vues avec Baptiste Morin dans le journal. Est-ce qu'on va réussir à baisser véritablement de 10% notre consommation d'énergie avec ce plan de sobriété, avec, certains disent, des mesurettes? La vraie mesure, c'est les 19 degrés à la maison. On baisse le chauffage, en tout cas on le maintient à 19 degrés. Le reste, ça paraît être des mesures gadgets. Quel est votre point de vue déjà sur ce que l'on sait sur le plan global? Alors, avant de rentrer dans le détail des mesures et de la réussite de l'objectif, je pense qu'il y a 3 choses intéressantes à noter aujourd'hui dans la manière comment le gouvernement aborde cette question de la sobriété. Le premier point, c'est qu'en fait, on dépasse aujourd'hui un débat qui a été pendant très longtemps uniquement idéologique sur le fait de savoir est-ce que la sobriété c'est l'austérité, est-ce que c'est contraire à nos libertés individuelles. Et aujourd'hui, on arrive vraiment à un débat sur la sobriété et sa mise en œuvre. Donc ça, c'est intéressant en soi. Le deuxième élément intéressant dans les plans qui seront présentés aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est vraiment sur une volonté d'agir à l'échelle systémique, c'est-à-dire de s'intéresser à tous les secteurs de l'économie et d'embarquer tous les acteurs de la société derrière, que ce soit les entreprises, les collectivités locales, les ménages, bien sûr. Et enfin, le troisième élément qui est très notable, c'est qu'aujourd'hui, on reconnaît la sobriété énergétique comme un vrai levier face à la crise de l'énergie. Juste pour donner un petit exemple, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, RTE, avait fourni des éléments pour justement le passage de l'hiver il y a 2 semaines et avait indiqué que l'effort de sobriété à l'échelle des éco-gestes faits par les ménages, par les commerces, etc., pouvait représenter l'équivalent de 9 réacteurs nucléaires pendant les moments de tension sur le réseau électrique. Donc c'est quand même notable. Donc c'est quand on dit chaque petit geste compte, c'est vrai. Absolument. Oui. On a du mal à l'imaginer. Ce plan repose beaucoup sur le civisme. Il n'y a pas heureusement, il n'y a pas de police des températures. Personne ne va venir chez nous pour vérifier. Heureusement, tous les Français ne manquent pas de civisme. Mais est-ce que ce sera suffisant? Alors, ça sera suffisant dans la mesure où ce plan sera une première brique. Oui, donc c'est ça. en fait, c'est pas l'aboutissement en matière de sobriété énergétique, parce qu'en fait la sobriété, tout comme l'effort de transition énergétique de manière générale, c'est un projet sociétal qui se déroule au moins jusqu'en 2050. Donc en fait, ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de pouvoir réfléchir, de pouvoir débattre des enjeux de consommation, de chasse au gaspillage à l'échelle de notre société. Et donc derrière, en fait, de s'intéresser aux leviers qui vont nous permettre progressivement de déployer cet effort et de le rendre efficace. Et en fait, là-dedans, il y a plusieurs critères qui sont assez importants à regarder. Aujourd'hui, on en est à l'étape d'identification des mesures les plus impactantes. Donc, comme vous l'avez dit, on s'intéresse à la question du chauffage parce qu'elle est prépondérante, on s'intéresse à la question des transports. Derrière, en fait, une fois qu'on a identifié le potentiel, la vraie question, c'est le taux de suivi. Combien de gens vont réellement faire les gestes qu'on leur demande? Donc vous avez parlé de civisme. Nous, on parle aussi beaucoup d'équité et de solidarité. C'est-à-dire qu'en fait, pour que les Français s'embarquent dans cet effort collectif, il faut qu'ils sentent que tout le monde agisse et que tout le monde agisse aussi à la hauteur de leurs responsabilités, de leur capacité d'action. On ne va pas forcément demander à un ménage modeste la même chose qu'à un ménage plus aisé qui a peut-être plus de facilité aujourd'hui pour réduire ses consommations. Oui, tout le monde doit faire un effort à hauteur de ce qu'il peut faire. Les 19 degrés, en réalité, alors ça je l'ai découvert en travaillant à l'émission, là, c'est dans le Code de l'énergie depuis 1978. Oui, bien sûr. En réalité, on doit l'appliquer. On l'a un peu oublié parce qu'effectivement, c'est un peu frisquet, 19 degrés quand on bouge pas chez soi, mais bon, ça date pas d'hier. Il y a une partie des choses qu'on présente aujourd'hui qui ne sont pas tellement nouvelles, qui sont déjà dans des réglementations existantes, qui font partie des bonnes pratiques.
C'est juste qu'aujourd'hui, le contexte a radicalement changé. C'est-à-dire qu'on a vécu quand même pendant très longtemps dans une forme d'abondance énergétique, avec de l'énergie qui globalement était peu chère par rapport à l'impact écologique et par rapport à la rareté qui existe aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on est confronté un peu à cette situation effectivement de se dire il faut faire autrement, il faut consommer mieux. Donc ça pose la question de comment est-ce qu'on arrive à communiquer là-dessus, à sensibiliser les gens. Et comme on disait, tous les petits gestes comptent. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'embarquer les gens à faire un petit effort, on peut parler de 19 degrés, peut-être que certains étaient à 23 et passent à 22 ou à 21, et c'est très bien parce qu'ils se rendent compte que c'est possible. En Oui, fait, c'est qu'on ça. n'y perd pas forcément grand-chose. Et la chose qu'il faut qu'on garde en conscience derrière, c'est qu'on fait ça pour différentes raisons. On fait ça parce qu'on a une vraie situation de tension sur notre approvisionnement énergétique, particulièrement en électricité et en gaz aujourd'hui. On fait ça pour notre portefeuille, parce qu'il y a quand même un enjeu de prix de l'énergie. Et on fait ça aussi face à un conflit géopolitique aux frontières de l'Europe. Parce qu'on n'a pas envie de financer la Russie avec notre consommation d'énergie. Donc, une fois qu'on a intégré tout ça, en fait, on peut créer les conditions d'un effort vraiment sociétal pour se dire, en fait, on y va, et c'est peut-être pas si difficile que ça. On n'aura peut-être pas des efforts à faire ad vitam aeternam si, comme le prévoit le gouvernement, comme le projette le gouvernement ou le souhaite le président de la République, on construit de nouvelles centrales nucléaires. Alors, les centrales nucléaires font partie évidemment des leviers de la transition bas carbone en France. Oui. Les éléments qu'on a aujourd'hui nous permettent quand même de dire, et c'est les énergéticiens, EDF et les opérateurs qui le disent, on n'aura pas de nouvelles centrales avant 2035 au mieux. Donc c'est clairement pas ça qui nous permettra de résoudre en fait la crise qu'on connaît aujourd'hui et qui d'ailleurs risque de durer encore quelques années. C'est-à-dire que les prix de l'électricité et du gaz risquent de rester encore élevés pendant au moins 3-4 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a différentes briques de transition à mettre en place rapidement. La sobriété en fait partie, mais c'est évidemment pas la seule. Il faut également accélérer sur tous les autres leviers, et notamment sur la rénovation énergétique. Donc le fait d'investir pour consommer moins grâce à l'efficacité énergétique. Il faut accélérer sur les énergies renouvelables et sur la mobilité. En ce qui concerne la sobriété, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est avant tout de cibler les éco-gestes les plus rapides. Donc d'agir sur les choses qui peuvent être mises en place rapidement. Derrière, nous on parle beaucoup de sobriété comme intelligence collective. Dans l'idée en fait que pour vraiment déployer cet effort à l'échelle de la société, il faut mettre en place de nouvelles infrastructures. Donc pour faciliter par exemple un moindre usage de la voiture avec plus de transports publics, plus de pistes cyclables. C'est aussi l'idée de réfléchir à l'aménagement urbain pour limiter les distances. Et donc voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre en place au fur et à mesure pour faciliter en fait l'évolution des modes de vie. Et enfin, le dernier point qui est critique là-dedans, qui est assez peu abordé aujourd'hui, c'est la tarification de l'énergie. Et donc ça pose notamment la question de est-ce qu'on arrive à mettre en place, comme le font d'ailleurs d'autres pays européens aujourd'hui, une tarification progressive de l'énergie, où en gros, on considère que l'énergie, c'est un bien de première nécessité, bien évidemment. Donc il y a une certaine quantité d'énergie qui doit être accessible à un prix très peu cher. Mais par contre, derrière, il y a quand même un signal prix qui nous permet d'encourager quelque part la chasse au gaspillage et les mesures de sobriété. Oui, ça c'est un message plus politique, hein, c'est-à-dire que l'énergie ne serait pas au même prix pour tout le monde, en clair. Non, c'est pas l'idée. Non. Ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que le fait... Non. Aujourd'hui, si on va au-delà d'une certaine consommation, on la paye plus cher. C'est votre voilà, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'on considère bien ces caractères de bien de première nécessité pour l'énergie qui s'appliquent à tout le monde. Tout le monde a le droit de consommer de l'énergie jusqu'à un certain niveau, mais derrière, on ne va pas forcément financer avec des moyens publics une consommation qui serait excessive. Donc c'est bien ça l'idée. Pour le volet que vous abordiez, c'est-à-dire la question sociale, et donc d'aider les ménages, en particulier en fonction de leurs revenus, il y a des aides sociales pour ça. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la question d'augmenter le chèque énergie pour que ceux qui aujourd'hui sont les plus impactés par la hausse des factures puissent les payer. Merci beaucoup Andreas Rüdinger. Voilà, vous avez fait des propositions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Zartosh Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne. Merci également d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Vous ne savez pas comment vous allez passer l'hiver à cause des prix de l'énergie. C'est très très compliqué. La situation de votre municipalité est compliquée, monsieur le maire. Effectivement, la situation est extrêmement compliquée parce qu'en réalité, alors moi j'entends l'idée de faire des économies, mais on les fait déjà. On ne vit pas dans l'opulence, on ne vit pas dans l'abondance, et en réalité tous les plans, enfin tout le plan qui est annoncé, en tout cas les quelques éléments qui ont été présentés, on les applique déjà. Nous, ce qui pose problème, c'est l'augmentation folle
du prix de l'énergie. En quelques mois, on nous ferait passer de 15 euros du mégawatt-heure à 240 euros mégawatt-heure pour le gaz, donc c'est une multiplication par 16, et pour l'électricité de 65 à 2068, enfin c'est une multiplication par 32. En termes budgétaires, pour toutes les collectivités qui sont impactées comme nous, parce que nous, notre contrat de fourniture arrive à terme au 31 octobre, la marche à passer est beaucoup trop haute. On ne peut pas le faire et c'est profondément injuste de nous l'imposer. Donc nous, ce qu'on demande, c'est notamment à travers le collectif que j'ai lancé Stop Racket Énergie, c'est d'être reçu par le président de la République ou la chef du gouvernement pour échanger et être dans le tour de table avec les fournisseurs d'énergie. Zartosh Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place dans votre ville ? Tiens, la température dans les classes, est-ce que vous l'avez baissée ? La température de l'eau dans la piscine, est-ce que vous l'avez baissée ? Absolument. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas encore mis en chauffe les équipements publics. On ne le fera qu'à partir du 1er novembre. Donc, on a reculé la date à partir de laquelle on remet en chauffe. Et par ailleurs, on passera qu'à 19 degrés dans les classes d'école, 19 degrés dans les écoles, dans les équipements publics, 14 degrés dans les gymnases. Donc, il va falloir courir bien comme il faut dans les gymnases pour pouvoir se réchauffer. Courir vite, oui. Exactement. Pas d'eau chaude sanitaire. Ah oui. On réduit de 90% les illuminations de Noël. Enfin voilà, ça va être un hiver triste et froid qu'on va tous passer ensemble. Merci beaucoup, monsieur le maire. Zartosh Bakhtiari, maire de Neuilly-sur-Marne, d'avoir témoigné dans Europe Midi. On va continuer à beaucoup parler d'énergie, évidemment, dans tout l'hiver, tout l'automne, tout l'hiver. Merci à tous les deux, Andreas Rödinger, chercheur à l'IDRI, et monsieur le maire de Neuilly-sur-Marne. Dans un instant, on sera avec Olivier Gantois, porte-parole de l'industrie pétrolière en France. Les situations de pénurie dans les stations-service, on va en parler avec Olivier Gantois. À tout de suite. Romain Desarbres vous informe sur Europe 1. Europe Midi.